Mesdames et messieurs, C'était bonjour. au micro Vous êtes de sur notre les confrère lanceurs de TV5 et vous Monde. avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes au Burundi où nous allons parler de développement. Ici, vous y trouverez tout. C'est une terre vierge et pleine d'opportunités d'investissement. Le gouvernement burundais s'est engagé sur une voie bien ambitieuse de faire du pays un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Ce qui, aux yeux de certains, n'est pas réalisable. Mais on verra, là n'est pas la question. Et pour y arriver, le gouvernement a misé sur les investissements. Et c'est pour cela que du 5 au 6 de ce mois, de cette semaine, le gouvernement a organisé une table ronde des investisseurs étrangers. C'était à Bujumbura. Dans son discours, le président Ndayishimiye a exhorté les investisseurs à explorer les opportunités de croissance et d'investissement dans les secteurs à fort potentiel. D'après lui, le Burundi est un terrain d'opportunités. Le sous-sol burundais regorge d'importantes ressources naturelles, a-t-il déclaré, citant l'or, le nickel, les terres rares, le coltan, etc. Le pays a en outre, selon le chef de l'État, un grand réseau hydrographique et sa position est stratégique. Il peut être le grenier de l'Afrique. Et d'autres panélistes, d'ailleurs, sont revenus également sur la situation géographique du Burundi qui en donne une position bien stratégique. Mais pour le président burundais, le tourisme est aussi une autre opportunité d'investissement. Ainsi, il a demandé à tous les investisseurs présents de profiter de cette opportunité unique pour faciliter l'établissement d'un cadre de collaboration entre les entrepreneurs locaux et internationaux à travers des sessions de réseautage exclusives. Ce qui favorise la création de partenariats stratégiques, selon le président Evariste Ndayishimiye, et de promettre que le gouvernement du Burundi reste absolument engagé à promouvoir et à sécuriser les investissements. Investir au Burundi n'est pas seulement une opportunité économique, mais aussi une opportunité de participer à l'agenda de l'intensification des échanges intra- et intercontinentaux, favorisant ainsi la création des emplois, le développement des compétences et le transfert des technologies. Mais il y a également les défis. Il y a les défis, par exemple, de diversification des services. L'autre défi, c'est évidemment les infrastructures et surtout l'énergie. Et là aussi, le ministre en charge des infrastructures, Dieudonné Doukoundane, a tenu à donner d'amples éclaircissements. Nous sommes ici le panel des infrastructures. Et nous avons toujours été dans une approche où, au Burundi particulièrement, les investissements dans les infrastructures étaient du ressort de nos partenaires traditionnels, la Banque mondiale, la BAD, la BADEA et les autres. Mais je pense que nous sommes arrivés à un stade où on doit réfléchir différemment. Nous avons besoin du chemin de fer. Et j'ai déjà commencé ma démonstration. Il faut prendre note. Le chemin de fer exige $1 milliard, le premier tronçon, au moins autour d'1 milliard de dollars. Pourquoi est-ce que vous investiriez $1 milliard dans le chemin de fer au Burundi maintenant? Parce qu'il y a un défi. Et en relevant ce défi, c'est une opportunité d'affaires. Et le défi, c'est Rocker. Chaque année, notre économie perd autour de 70 millions de dollars parce que tout simplement, à l'import-export, nous ne dépendons que de la route.
Le carburant qu'on utilise, le temps qu'on passe dans les différents corridors, nous fait perdre 70 millions chaque année. Ça se passe comment? Vous avez une tonne à Dar es Salaam, vous la voulez à Bujumbura. Vous allez dépenser 150 $. Mais avec un chemin de fer en place, vous allez l'avoir à 50 $ ou à 60 $. Donc vous allez gagner 100 $ par tonne. Quand vous avez 700 millions de tonnes chaque année ou 1 million de tonnes dans les 5 prochaines années, vous comprendrez que nous allons récupérer immédiatement 70 millions par an. Sur 15 ans, c'est plus d'1 milliard de $. La question qu'on se pose, faudrait-il investir dans le chemin de fer ou continuer à dépendre du transport routier? La réponse est claire. On fait le chemin de fer pour gagner, récupérer ses pertes. Ça, c'est le chemin de fer. Dans le secteur des routes, nous avons besoin d'1 milliard de $ au moins pour faire 1500 km dans les 10 prochaines années. Pourquoi est-ce que quelqu'un mettrait son argent dans les routes? Parce que tout simplement, avec des routes en mauvais état, plus trop de carburant, trop de temps, trop de retard, et si vous êtes dans les affaires, vous n'allez plus être compétitif. Si on ne met pas 1 milliard de $ dans les routes, qu'est-ce qu'on va perdre dans les 10 prochaines années? Quels sont les défis? Avec un réseau routier en bon état, les affaires se passent vite. Les gens font leurs affaires d'une manière la plus accélérée. Et il a été démontré que avec un réseau routier en bon état, on peut récupérer au moins la moitié du carburant que nous utilisons. Et c'est combien ce carburant que nous utilisons? Près de 30 millions de $ chaque mois. Chaque année, c'est 180 millions de $. Tous les 10 ans, c'est 1 milliard 800 millions de $. Et dans les 15 prochaines années, 2040, 2 milliards 700 millions de $. 2 milliards 700 millions de $. Donc, le carburant qu'on va utiliser dans les 15 prochaines années, ça sera près de 3 milliards de $. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que je dépenserai, parce que, je le répète, près de 30 millions par mois dans les prochaines années, 180 millions par an, 1 milliard 800 tous les 10 ans, 2 milliards 700, près de 3 milliards tous les 15 ans. Et maintenant, pourquoi est-ce que je dépenserai 3 milliards tous les 15 ans au lieu d'investir dans la route, de dépenser 1 milliard et demi, avoir un réseau routier, des autoroutes, parce que nous ne sommes pas un grand pays. Si vous mettez aujourd'hui un réseau routier bien praticable de 1500 km, je vous assure, vous allez récupérer tout cet argent. Le tramway, nous avons un nouveau projet de tramway ici à Bujumbura, du nord vers le sud de la capitale. Pour faire quoi? Réduire la dépendance au carburant, surtout dans les transports publics. Et dans les 25-30 millions de $ que nous utilisons chaque mois pour le carburant, près de la moitié sont consommés à Bujumbura. Et si je prends la moitié de la moitié, c'est près de 5 millions de $ que je vais économiser avec le projet de tramway. Aujourd'hui, monsieur a son véhicule, madame a son véhicule, les enfants à l'école a son véhicule, les pièces de rechange, le carburant, parce qu'il n'y a pas de transport public. Maintenant, si on peut gagner, économiser 5 à 10 millions de $ à cause du projet de tramway, ça veut dire que chaque année, on va économiser 60 millions de $. Voilà donc le Burundi qui s'engage sur cette voie de développer le pays, en faire un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Mais des critiques ne manquent pas. Si par exemple, certains rappellent que le Burundi avait déjà un plan de développement qui s'appelait Vision 2025. Ça veut dire bientôt. Et c'était une vision qui avait été élaborée dans les années 2010, pour 15 ans. Et les critiques, justement, rappellent que les objectifs n'ont pas été atteints, loin de là. Et en 2020, le Burundi était classé dernier pays du monde en termes de revenus, avec 270 $ américains pour chaque habitant burundais par an. Et c'était donc le dernier pays. Et les critiques, justement, posaient la question,
Ce qui n'a pas été fait dans les 15 dernières années, comment est-ce que cela pourra être possible dans les 15 prochaines années? Mais le président burundais, Evariste Ndayishimiye, rappelle que le pays a rencontré bien des problèmes. Il a rappelé que le pays venait de loin. Il a rappelé également la crise de Covid-19 et il a rappelé les tentatives de coup d'État et de déstabilisation du pays qui ont eu lieu ces dernières années. Le Burundi, c'est un pays qui a connu une histoire très douloureuse, une histoire pleine de conflits. Mais ces conflits, maintenant, ont pris fin. Les Burundais se sont réconciliés. Depuis 2005, c'était la période de reconstituer notre société qui était détruite. Vous voyez alors un pays qui commence à se reconstituer en 2005. En 2015, il y a eu un complot pour fabriquer un coup d'État. Et après avoir échoué à ce coup d'État, nous avons subi des sanctions injustes. Le Burundi a subi des sanctions injustes, alors que c'était encore un pays fragile. Suite à ces sanctions aussi, le Burundi a été frappé par le Covid-19. Après le Covid-19, il y a eu cette guerre en Ukraine. Tout cela a eu des conséquences néfastes sur le Burundi. Donc nous ne pouvons pas dire que le Burundi connaît beaucoup de difficultés plus que les autres. Si par exemple vous parlez de pénurie de denrées, des produits de première nécessité. Une augmentation des prix. Allez voir ici au Burundi, dans la région, c'est le pays où la vie est moins chère. Allez demander un kilo de riz à Bujumbura et un kilo de riz dans les pays voisins. Vous allez voir que ici, c'est là où la vie est moins chère parce que d'abord, nous assurons la sécurité alimentaire. C'était au micro de notre consoeur de TV5 Monde. Les efforts en matière de réforme sont nécessaires. Mais est-ce à dire que les ambitions du gouvernement seront réalisables, les objectifs atteints? Attendons de voir, on verra. Ceux qui seront encore vivants en 2060 pourront en parler. Mais dans tous les cas, c'est bien de travailler, de faire des projets. Même si les échouent, ça peut arriver, mais on aura au moins fourni des efforts. Mais ce qui est encore peut être présenté comme un défi majeur, c'est les relations avec les voisins. Et là encore, sur le micro de TV5 Monde, Evariste Ndayishimiye n'a pas manqué d'accuser encore le Rwanda de vouloir déstabiliser le pays, le Burundi. Ça fait presque un an que vous avez fermé les frontières avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de cette situation diplomatique avec votre pays? D'abord, ce n'était pas la première fois qu'on fermait les frontières. Quand les putschistes ont fui vers le Rwanda, on a fermé les frontières. En 2020, je voulais montrer la bonne foi que j'ai. J'ai ouvert les frontières et j'ai entamé le dialogue avec le Rwanda. On a fait un dialogue, on a fait des rencontres et on s'est entendu très bien. Et le président rwandais a accepté réellement de remettre ces putschistes au maître de la juridiction burundaise. Il y a eu des équipes techniques qui se sont rencontrées plus de 5 fois et ils se sont mis d'accord. Mais quand il s'agit d'appliquer, c'est là où c'est difficile. Jusqu'à maintenant, mais malheureusement, au moment où ils refusent de remettre ces putschistes, ils organisent le terrorisme au Burundi. Ils se sont infiltrés du Rwanda et ils ont tué des gens. Ils ont fait des actes, des crimes terroristes ici dans le pays. Donc vous accusez le Rwanda d'avoir commis des attentats terroristes sur le sol burundais? Parce qu'ils venaient du Rwanda, ça se planifiait au Rwanda, c'est le Rwanda qui les entretient, qui les entraîne. Et ils s'infiltraient du Rwanda. Alors, pour sécuriser les citoyens burundais, on a été obligé de fermer les frontières jusqu'à ce que le Rwanda montre sa bonne foi dans la mise en œuvre de l'accord qui a été décidé entre nous.
entre les présidents, entre nos équipes techniques. Donc le jour où ils vont remettre ces putschistes, on ouvrira pour les recevoir, les portes resteront ouvertes. Donc le problème n'est pas au Burundi, le problème se trouve là-bas au Rwanda. Ainsi, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, a indiqué que le gouvernement est en train de travailler pour améliorer le cadre légal, réglementaire et institutionnel en matière de coopération. Selon lui, ces efforts visent à assurer une gestion efficace de la coopération au Burundi. Et voilà. Et donc, je pense que les autorités burundaises sont bien conscientes des défis. Et si alors il y a des relations très difficiles avec les pays voisins, dans une région un peu chaotique avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ça peut être également un frein, un handicap aux investissements. Surtout que certains des investisseurs entretiennent aussi de bonnes relations avec le pays voisin, le Rwanda, qui est en conflit quasiment ouvert avec le Burundi, ce qui pourrait aussi constituer un handicap majeur aux investissements au Burundi. Mais dans tous les cas, on souhaite au Burundi, au gouvernement, à la population burundaise de réussir dans cette ambitieuse aventure. Merci de nous avoir prêté attention et à bientôt. La question de la transformation structurelle de l'économie à travers les mines ne se limite pas seulement à la grande mine, à la mine industrielle. Il faut avoir une approche transversale qui va de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle à la mine industrielle pour pouvoir couvrir toute la chaîne de valeur. Et en termes de perspective, les exemples sont légion, les exemples ne manquent pas. Au niveau de la mine industrielle, nous avons les cadres régionaux. Comme je l'avais dit plus tôt, les cadres régionaux tels que la vision minière africaine, la stratégie africaine suit les minéraux critiques, mais bien d'autres cadres qui existent au niveau régional qui peuvent être utilisés comme, comme référence afin d'améliorer non seulement le cadre politique, juridique et institutionnel du secteur minier du Burundi, en utilisant bien entendu l'avantage du dernier venu pour éviter justement, du moins pour gagner en temps et éviter les erreurs des dévanciers. Au niveau de la mine artisanale et à petite échelle, il faut percevoir ce secteur comme un secteur de transformation et du développement des économies locales. Elle doit être perçue d'une manière transversale au sens où cela doit aller au-delà de l'or et des métaux de base extraits de manière artisanale et à petite échelle pour couvrir les pierres de taille, les minéraux industriels, les matériaux de construction et les pierres semi-précieuses qui sont essentiellement des minéraux et des matériaux qui sont exploités et utilisés là où même l'économie en a besoin. Je suis l'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi. Et justement, j'appartiens à ce qu'on appelle les partenaires traditionnels. Et justement, nous, on est ici depuis longtemps, depuis 1978. Et bien sûr, on va continuer à coopérer avec le gouvernement du Burundi. Tout d'abord, permettez-moi de souligner notre appréciation pour le focus de cette table ronde sur les investisseurs privés et la nécessité d'attirer plus d'investisseurs. On pense que c'est la bonne direction et d'ailleurs c'est aussi en ligne avec la stratégie de l'Union européenne pour le développement. Donc c'est vraiment ciblé les private-public partnerships. On a une stratégie à cet effet qui s'appelle Global Gateway qui justement vise à soutenir les investisseurs privés dans tous les pays dans lesquels on est actif. Pour tout cela, c'est clair que
la condition qui va être nécessaire, mais en même temps gagnant-gagnant, c'est un climat des affaires propice. Et on se félicite de voir l'attention portée par le gouvernement sur ce thème. En ce qui concerne l'Union européenne, juste pour donner quelques informations, on a, comme vous l'avez aussi entendu par d'autres partenaires, on est actif dans un grand nombre de secteurs, de l'énergie, les ports de Bujumbura, la santé, où on accompagne la politique nationale du gouvernement pour la gratuité des soins de santé pour les femmes et les enfants jusqu'à 5 ans, mais aussi l'agriculture, les chaînes de valeur, les transports, l'éducation avec un focus sur la jeunesse, et la liste pourrait aussi continuer. Tout ça pour dire qu'on est là et on va continuer dans le cadre, bien entendu, de notre propre réglementation et procédures financières. Juste pour vous donner une idée, dans les dernières 4 ans, l'Union européenne a investi dans les pays à peu près 350 millions d'euros, donc depuis 2021 à 2024, et ça sans compter les investissements et la coopération bilatérale de nos États membres. Donc je crois que le montant total pour les 4 années passées serait probablement le double. Maintenant, comme je dis, dans le cadre de nos procédures financières, on va bientôt avoir un nouvel budget pour la délégation pour investir dans les pays, de plusieurs dizaines de millions d'euros. Encore une fois, on va s'engager dans beaucoup de projets avec beaucoup de partenaires, et je voudrais en particulier mentionner ici pas simplement les agences des Nations Unies avec lesquelles on travaille étroitement, mais aussi les agences de développement et de coopération de notre État membre, donc en particulier la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne.